Près de 100 000 personnes sont entrées au stade olympique de Berlin par un après-midi de septembre 1942, convaincues d'assister à la finale du monde. Le gazon sentait la terre humide, le ciel au-dessus de la capitale du Troisième Reich pesait gris et bas, et la foule tassée dans les tribunes de l'enceinte la plus imposante d'Europe poussait vers l'avant avec ce mélange d'attente et d'anxiété qui ne se respire que lorsqu'un pays a plus besoin de gagner qu'il ne peut l'admettre à voix haute. Mais il n'existait pas de tournoi. Il n'existait pas d'arbitre désigné par une quelconque fédération reconnue. Il n'existait pas de trophée attendant dans une salle de Zurich. Et pourtant, pendant 90 minutes, ce stade a battu comme si la planète entière regardait. Derrière ce mensonge collectif se trouve une histoire de 12 ans. Des candidatures présentées et retirées, un président de la FIFA traversant l'Atlantique en bateau pour sonder des sièges, un gouvernement qui a utilisé le football comme vitrine de son idéologie, une guerre qui a éteint le cycle de 4 ans que le sport le plus populaire de la planète avait maintenu intact depuis 1930, et un trophée de 30 cm de haut et 3,8 kg d'argent plaqué, or qui, par un après-midi de 1941, a disparu d'un coffre-fort bancaire à Rome et a voyagé pour se cacher sous un lit. La FIFA a effacé ce tournoi de ses registres. Mais les journaux de l'époque, les actes des congrès, les témoignages des joueurs et les archives déclassifiées racontent une autre histoire. Celle d'un mondial qui s'est négocié pendant 5 ans, qui a failli avoir un siège, qui a failli avoir une date et qui a fini réduit à un match d'exhibition joué comme s'il était ce qu'il n'a jamais pu être. Voici sa reconstruction. Le spectacle olympique de 1936 n'avait pas encore fermé ses portes lorsque l'Allemagne présenta la candidature qui changerait le cours de l'histoire du football international. Il manquait exactement 3 jours avant la clôture des Jeux de la 11e Olympiade, quand, dans le cadre du 23e congrès de la FIFA, célébré dans ce même Berlin qui servait de théâtre olympique, la délégation allemande formalisa son aspiration à organiser la Coupe du monde de football de 1942. Le moment ne fut pas fortuit. Le régime d'Adolf Hitler avait transformé ces Jeux en la plus grande opération d'image politique que le sport eût vue jusqu'alors. Le stade olympique de Berlin, d'une capacité de 100 000 spectateurs, avait été conçu par l'architecte Werner Marsch sous la direction esthétique d'Albert Speer lui-même pour projeter monumentalité, discipline et pouvoir. La flamme olympique, le défilé des nations, les images filmées par Leni Riefenstahl pour son documentaire Olympia, toutes répondaient à une dramaturgie politique calculée au centimètre près. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, avait compris avant quiconque que les grands événements sportifs étaient le véhicule d'influence le plus puissant de l'ère moderne. Et Hitler, qui selon les chroniques de l'époque n'était pas particulièrement amateur de football, au contraire de Goebbels lui-même enthousiaste du ballon rond, avait vu fonctionner cette machinerie pendant 2 semaines face aux caméras du monde. C'est dans ce contexte qu'arriva la candidature allemande pour 1942. L'Allemagne était affiliée à la FIFA depuis le 1er septembre 1904. À peine quelques mois après la fondation de l'organisme et lors de ce congrès de Berlin, sa position au sein de la fédération se consolida encore davantage. Ce qui ne fut pas consolidé, ce fut le siège de 1938. La France remporta ce tour, avec des candidatures de l'Allemagne et de l'Argentine également sur la table. Mais le rejet de l'option allemande pour 1938 comporta une condition implicite qui circula parmi les journalistes et dirigeants au cours des jours suivants. Le journaliste Emmanuel Gambardella, spécialisé dans le sport et l'un des chroniqueurs les plus proches du milieu footballistique français de l'époque, le rapportera dans ses colonnes. L'Allemagne avait cédé le tour immédiat en acceptant que la France soit le siège en 1938 et en échange, il était entendu que le cycle suivant, celui de 1942,
lui reviendrait. C'était en somme une promesse orale. Elle ne figurait pas dans les actes, n'avait la signature d'aucun organisme, mais fonctionnait comme monnaie d'échange dans les couloirs de la FIFA. Et l'Allemagne le savait. Il y a un épisode antérieur au mondial de 1942 qu'il est impossible de séparer de cette histoire parce qu'il s'est produit précisément en 1938 et a anticipé avec brutalité ce que le régime nazi ferait du football comme outil politique. Ce fut l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche au Troisième Reich, exécutée le 12 mars 1938, à peine 3 mois avant le début du Mondial de France. L'Autriche arrivait cette année-là avec l'une des équipes les plus admirées d'Europe. Le soi-disant Wonder Team, l'équipe merveille, avait construit depuis le début de la décennie une identité footballistique basée sur la passe courte, le mouvement constant et la technique individuelle. L'entraîneur Hugo Meisel, autrichien né en Bohême, avait développé un système de jeu que des années plus tard, les analystes identifieraient comme précurseur du football total. Des attaquants qui se déplaçaient vers le milieu de terrain, des défenseurs qui soutenaient la sortie du ballon, un bloc qui pensait collectivement avant que ce concept ne porte un nom. Entre 1931 et 1934, l'Autriche enchaîna 18 matchs sans perdre, y compris une victoire 5-0 contre l'Allemagne à Berlin en octobre 1931 qui laissa les chroniqueurs allemands eux-mêmes sans vocabulaire suffisant pour la décrire. En 1934, l'Autriche avait atteint la demi-finale du Mondial d'Italie, éliminée par les hôtes lors d'un match joué sous une pluie intense à Milan, des conditions qui limitèrent exactement le type de jeu fluide dont le Wonder Team avait besoin pour dominer. 2 ans plus tard, aux Jeux de Berlin de 1936, la sélection autrichienne avait remporté la médaille d'argent. Et puis, elle disparut. Le 12 mars 1938, les troupes allemandes franchirent la frontière autrichienne sans tirer un coup de feu. Le chancelier Kurt Schuschnigg se rendit et le pays cessa d'exister en tant qu'État indépendant, absorbé administrativement au sein du Grand Reich allemand. La Fédération autrichienne de football fut dissoute 4 jours plus tard. Ses joueurs, contrats et registres passèrent sous la juridiction du Deutscher Fußballbund, la fédération allemande. Sepp Herberger, le sélectionneur allemand qui occupait ce poste depuis 1936 après avoir succédé à Otto Nerz à la suite de l'échec olympique, reçut l'ordre d'intégrer des joueurs autrichiens à l'équipe pour le Mondial de France. Ce fut une intégration forcée, exécutée avec peu de temps de préparation, qui dans la pratique détruisit la cohésion des 2 effectifs. Herberger convoqua 13 joueurs autrichiens, mais le langage tactique des 2 équipes était si différent que les entraînements conjoints durant les semaines précédant le tournoi ressemblèrent davantage, selon ses propres notes de terrain, à une négociation qu'à une préparation. La sélection qui en résulta perdit contre la Suisse au premier tour et fut éliminée. La pire performance mondiale de l'Allemagne jusqu'alors. Matthias Sindelar, le vertueux attaquant autrichien que les supporters appelaient « l'homme de papier » pour sa maigreur et sa mobilité, refusa de jouer pour la sélection du Reich. Ce n'était pas un geste politique explicite, cela aurait été dangereux, mais ce n'était pas non plus un hasard. Sindelar était le symbole footballistique d'une Autriche qui venait de cesser d'exister, et son refus de revêtir le maillot du Reich en fit silencieusement le premier footballeur européen à résister au nazisme depuis le terrain de jeu. Il fut trouvé mort dans son appartement de Vienne le 23 janvier 1939, dans des circonstances que la police classa comme un accident par inhalation de monoxyde de carbone provenant d'un chauffage défectueux. Il avait 35 ans. Certains historiens soulignent que sa compagne, Camilla Castagnola, fille d'un entrepreneur juif, mourut dans le même incident. Ce qui s'est réellement passé ne fut jamais tout à fait éclairci.
Le cas de l'Autriche illustra quelque chose que le régime nazi ne parvint jamais à comprendre, que le football ne peut pas se fabriquer par décret. L'identité d'une équipe nationale se construit pendant des années, avec des joueurs qui partagent un système de jeu et une culture sportive commune. L'Allemagne avait absorbé l'Autriche et, ce faisant, avait endommagé les deux. L'équipe qui se présenta en France en 1938 n'était ni la Mannschaft de 1934, ni le Wunderteam qui avait émerveillé l'Europe. C'était autre chose, plus grand sur le papier et plus faible sur le terrain, une métaphore sportive du Reich lui-même. Le mondial de France de 1938 comptait 15 participants au lieu de 16 parce que la place de l'Autriche resta simplement vacante. La FIFA demanda à l'Allemagne de permettre à l'Autriche de participer en tant que nation indépendante. Le régime refusa. La Suède, qui devait affronter l'Autriche au premier tour, avança directement sans jouer. La fédération britannique se vit offrir la place vacante et la refusa, indignée de n'avoir jamais été convoquée pour organiser un tournoi que le football anglais considérait comme sien de droit historique, étant le pays où le sport était né et avait codifié ses règles. Parmi les 12 équipes européennes et les 3 sud-américaines qui y participèrent, la politique faisait un bruit constant. Le duc italien Benito Mussolini, qui avait remporté le titre en 1934 à domicile et dont l'équipe revenait en tant que championne en titre, envoya un télégramme aux joueurs avant la finale contre la Hongrie par l'intermédiaire du secrétaire général du parti fasciste, Achille Starace. Le message tenait en 2 mots. « Vincer au mourir ». L'Italie l'emporta 4-2. Le gardien hongrois Antal Szabo se rappellera des décennies plus tard que jamais de sa vie, il ne s'était senti plus heureux après avoir encaissé 4 buts. Si l'Italie gagnait, le 11 pouvait rentrer à la maison. Jules Rimet, l'avocat français qui avait fondé la Coupe du Monde et la présidait depuis sa première édition en 1930, se montrait convaincu que ce mondial pouvait être le dernier. Les signaux politiques étaient sans équivoque. L'Espagne en guerre civile, l'Autriche disparue de la carte, l'Allemagne poussant ses frontières vers l'Est. Rimet avait fait pression pour que le tournoi se tienne en France parce que, s'il restait peu de temps, il voulait qu'il se joue dans un pays où il y avait encore la liberté de le faire. Et il y avait une autre discussion de fond qui affecterait directement le cycle suivant, le siège de 1942. Lors de la réunion de la FIFA célébrée à Paris avant le début du tournoi, en juin 1938, la fédération annonça que le choix de l'organisateur de la prochaine coupe était reporté à un nouveau congrès qui devait se tenir 2 ans plus tard au Luxembourg. Le Brésil était entré formellement dans la compétition pour le siège, soutenant que 3 éditions consécutives en Europe rompaient l'esprit d'un tournoi qui s'appelait mondial. L'Argentine avait également commencé à bouger, sans candidature officielle pour le moment, mais en soulignant que la promesse d'alternance entre les continents, une promesse orale, comme presque tout dans cette FIFA des années 30, était ignorée. L'Allemagne, pendant ce temps, continuait d'accumuler les territoires. Les Sudètes tchécoslovaques avaient été cédés lors de l'accord de Munich de septembre 1938. Le Reich grandissait et sa candidature pour 1942 grandissait avec lui, appuyé sur la certitude que le gouvernement nazi financerait tout ce qui serait nécessaire pour porter la Coupe du Monde sur le sol allemand. Jules Rimet avait 64 ans en 1939, et cela faisait 19 ans qu'il était à la tête de la FIFA. C'était un homme aux convictions profondes sur le rôle du sport dans la diplomatie internationale, convaincu que le football pouvait jeter des ponts là où la politique construisait des murs. Né à Thiulé-les-Lavoncourt en 1873, fils d'un épicier de province, il avait étudié le droit à Paris et exercé comme avocat avant de consacrer sa vie au football organisé. C'est lui qui imagina en 1920, depuis la présidence de la Fédération française, que le sport le plus populaire du monde avait besoin d'un tournoi propre qui ne dépendît pas du cycle olympique ni de ses restrictions sur l'amateurisme. Il lui fallut 10 ans pour convertir cette idée en la Coupe du Monde inaugurale d'Uruguay en 1930. Cette fois dans le football comme instrument de rencontre entre les peuples le porta à entreprendre, au cours du premier semestre de 1939,
une série de voyages entre l'Europe et l'Amérique du Sud pour visiter personnellement les 3 candidatures actives pour le mondial de 1942, l'Allemagne, le Brésil et l'Argentine. Ce qu'il trouva à chaque étape le confirma dans des positions qui existaient déjà avant son départ. L'Allemagne présentait une candidature solide en termes d'infrastructure. L'Olympia Stadion de Berlin était construit et éprouvé d'une capacité de 100 000 personnes et 6 autres villes. Munich, Hambourg, Cologne, Francfort, Leipzig et Breslau disposaient d'installations sportives de premier ordre construites ou rénovées pour les Jeux de 1936. La machinerie organisationnelle de l'État nazi était efficace et le financement était garanti sans condition. L'ambassadeur du régime auprès de la FIFA, le fonctionnaire Karl Ritter von Halt, lui-même athlète olympique et membre du Comité international olympique depuis 1929, avait travaillé pendant des années à consolider la position allemande au sein de l'organisme. C'était l'interlocuteur parfait. Il connaissait les codes de la diplomatie sportive internationale et savait exactement quels arguments fonctionnaient avec chaque délégué. Le Brésil, pour sa part, montrait un enthousiasme sincère et des arguments solides. Le plus grand pays d'Amérique du Sud, avec une culture footballistique en rapide expansion et le souvenir que la première coupe, en 1930, avait engendré un boycott européen en raison de la distance. En 1942, les moyens de transport permettraient de réduire ce problème. Les paquebots mettaient entre 2 et 3 semaines pour traverser l'Atlantique, et bien que le coût fût élevé, il n'était pas insurmontable si la FIFA assumait une partie des frais de déplacement. Rio de Janeiro avait en outre entamé la construction d'un nouveau stade municipal qui, selon les plans présentés à Rimet, pourrait accueillir plus de 100 000 spectateurs. Ce stade serait achevé en 1950 sous le nom de Maracana et ouvrirait ses portes pour le tournoi qu'il revint finalement au Brésil d'accueillir. L'Argentine était la plus active politiquement des 3 candidatures. L'Association du football argentin avait exprimé un intérêt formel en juin 1939, allant jusqu'à esquisser une proposition d'organisation conjointe avec le Brésil qui inclurait des matchs à Buenos Aires, Montevideo et Rio de Janeiro. C'était une idée créative qui reflétait le ressentiment accumulé dans le Rio de la Plata en raison des 3 tournois consécutifs hors du continent qui les avaient vus naître. Uruguay 1930, Italie 1934, France 1938. Le football du Rio de la Plata se sentait fondateur de la Coupe et exclut d'elle en même temps. Les stades argentins disponibles, le Monumental de River Plate à Buenos Aires, le Gasometro de San Lorenzo, celui de Boca Juniors à la Bombonera, encore en travaux, n'étaient pas comparables aux installations européennes, mais la volonté politique était réelle. La candidature conjointe avec le Brésil ne vint cependant jamais à se formaliser tout à fait. Chaque fédération avait ses propres ambitions et ses propres négociations parallèles avec Rimet, et les coordonnées auraient exigé un niveau de confiance institutionnelle que le football sud-américain de cette époque n'avait pas encore construit. Rimet revenait de ses voyages avec suffisamment de matériel pour prendre une décision, mais sans la volonté de la prendre encore. Le Congrès du Luxembourg, prévu pour septembre 1939, aurait le dernier mot. Et tandis que le président de la FIFA finissait de traiter ses conclusions en transit entre les continents, en Europe, les coups de feu commencèrent. Le 1er septembre 1939, les divisions blindées allemandes franchirent la frontière polonaise depuis 3 directions simultanées. L'opération, précédée par une fausse attaque polonaise fabriquée par les SS dans la localité frontalière de Gleiwitz, activa les clauses des traités de défense mutuelle signés par la Pologne avec le Royaume-Uni et la France.
Le 3 septembre, les deux puissances déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Le congrès prévu au Luxembourg, qui devait définir nommément le siège du mondial de 1942, fut automatiquement annulé. Il n'y eut pas de vote, il n'y eut pas de délibération. Il y eut simplement un silence administratif que la FIFA mettrait des semaines à combler par un quelconque communiqué officiel. Le secrétaire général de la fédération, le docteur Ivo Schricker, un juriste suisse qui avait été l'artisan administratif des 3 premières Coupes du Monde, gérait depuis Zurich la paralysie de tous les plans en cours. La FIFA, contrairement à d'autres organisations internationales qui cessèrent complètement leur activité, maintint un fonctionnement minimal sous la présidence de Rimet. Le siège resta à Zurich, en territoire suisse, protégé par la neutralité helvétique que le gouvernement de Berne défendrait pendant toute la guerre. En octobre 1939, le comité extraordinaire de la FIFA se réunit en Suisse et prit une décision provisoire: reporter le congrès décisif jusqu'en mars 1940. La guerre était jeune, certains espéraient qu'elle serait brève et la fédération ne voulait pas fermer de porte avant l'heure. C'est dans cette atmosphère d'attente contenue que le journal parisien Le Petit Parisien publia en décembre 1939 une déclaration du docteur Schricker lui-même assurant que il y aura en effet un championnat mondial de football en 1942. L'Europe vivait alors la soi-disant drôle de guerre. Le front occidental restait statique, sans grandes offensives, tandis que les puissances se regardaient depuis leurs tranchées avec un calme que beaucoup interprétèrent à tort comme le signe que le conflit s'éteindrait avant d'escalader. Dans les cafés de Paris, dans les bars de Madrid ou de Buenos Aires, certains continuaient de planifier des voyages hypothétiques pour voir le prochain mondial. Cette période étrange dura jusqu'au printemps 1940. Avant que la guerre n'éteignît définitivement les plans du football, il y eut un chapitre parallèle qui en dit long sur la peur que le régime nazi instillait chez ceux qui avaient quelque chose à protéger. C'était un objet de 30 cm de hauteur, sculpté dans 3,8 kg d'argent stercoral, plaqué or, créé par le sculpteur français Abel Lafleur, à partir d'une commande que Jules Rimet passa en 1928 à la maison Artus Bertrand de Paris. Il représentait Niké, la déesse grecque de la victoire, les bras tendus soutenant une coupe octogonale à 8 facettes. Sa base était en lapis lazuli d'un bleu intense et de petites plaques d'argent comportant les noms des champions de chaque édition y étaient incrustées. Il coûta 50 000 francs suisses et Rimet le porta personnellement à Montevideo dans ses valises, comme bagage à main, pour le remettre au premier vainqueur, l'Uruguay, en 1930. Depuis lors, il avait parcouru le monde sans attirer trop l'attention, changeant de main entre l'Uruguay, l'Italie et l'Italie à nouveau. En 1938, après la 2e victoire italienne consécutive, le trophée resta à Rome. Après 1938, l'Italie l'avait en sa possession en tant que double championne consécutive. La coupe était gardée dans un coffre-fort de la Banco di Roma, sous la garde d'Ottorino Barassi, vice-président de la Fédération italienne de football et également vice-président de la FIFA. Barassi était un avocat milanais méticuleux, homme de peu de gestes dramatiques et de nombreuses prévisions pratiques, et il connaissait parfaitement la politique que le régime nazi appliquait systématiquement dans les territoires qu'il contrôlait. Le pillage planifié des œuvres d'art et des objets de valeur. Les Allemands avaient développé cette pratique avec une telle systématique qu'en allemand elle portait un nom propre, Raubkunst, art spolié, et il existait des unités spécialisées de l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, le RR, consacrées exclusivement à identifier, cataloguer et confisquer le patrimoine culturel dans les pays occupés. Hermann Göring en était peut-être le collectionneur le plus enthousiaste. À la fin de la guerre, on calculera qu'il avait accumulé plus de 1500 œuvres d'art volées dans les territoires sous contrôle nazi. Barassi intuit que, tôt ou tard,
Les registres de la banque alerteraient la Gestapo sur l'existence de ce trophée de métal précieux dans un coffre de sécurité romain. L'Italie était l'allié du Reich, non un pays occupé, mais cette alliance ne garantissait aucune immunité face au réseau de pillage cupide du régime. Avant que cela ne se produisît, il prit la décision de sortir la coupe de la banque en secret et de l'emporter chez lui à Milan. Il l'enveloppa dans du vieux papier journal, la mit dans une boîte à chaussures ordinaire, du genre que personne n'ouvre lors d'une perquisition s'il n'y a pas de motif spécifique pour le faire, et la plaça sous son lit. Il passa les années suivantes à dormir à moins d'1 mètre du seul trophée qui eût existé dans l'histoire des mondiaux de football. En 1941, des agents de la Gestapo arrivèrent effectivement à la porte de Barassi. Ils avaient des informations selon lesquelles la Coupe du Monde se trouvait sous la garde italienne. Ils perquisitionnèrent la maison avec la méticulosité bureaucratique qui caractérisait les services de sécurité allemands. Tiroirs ouverts, armoires vidées, papiers révisés. Ils interrogèrent Barassi, qui les convainquit avec suffisamment de calme qu'il ignorait l'emplacement exact du trophée, suggérant qu'il pourrait être à Milan entre les mains de quelques fonctionnaires de la fédération. Les agents suivirent cette piste pendant des semaines sans résultat et finirent par partir. La coupe resta sous le lit pendant le reste de la guerre. Elle ne serait pas restituée officiellement à la FIFA avant juillet 1947, lors du premier congrès célébré en Italie après l'armistice, lorsque Barassi l'a remis personnellement à Jules Rimet devant les délégués réunis, dans un geste que la presse sportive de l'époque décrivit comme le plus émouvant de ce congrès. Le trophée avait survécu à la guerre dans de meilleures conditions que la plupart des hommes qui l'avaient touché. La drôle de guerre prit fin le 10 mai 1940. Ce jour-là, l'Allemagne lança l'offensive contre la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. En 18 jours, les Pays-Bas se rendirent. La Belgique capitula le 28 mai. L'armée britannique fut évacuée depuis les plages de Dunkerque lors d'une opération d'urgence qui sauva plus de 300 000 soldats, mais laissa tout le matériel lourd abandonné sur le sable. Et le 22 juin, la France signa l'armistice dans le même wagon de train où elle avait signé la reddition allemande en 1918, dans la forêt de Compiègne, en présence de Hitler pour souligner la symétrie historique. La vitesse de l'effondrement français changea radicalement la perception du conflit. Il ne s'agissait plus d'une guerre de tranchées qui pouvait se résoudre en quelques mois. C'était la conquête systématique de l'Europe occidentale par une puissance qui paraissait alors imparable. Et dans ce contexte, toute planification sportive à moyen terme devenait absurde. En mars 1940, des semaines avant que ne commençât l'offensive, la Confédération brésilienne de football avait déjà émis son communiqué de retrait. Étant donné la situation actuelle, le Brésil retirait la demande qu'il avait envoyée à la FIFA pour organiser la Coupe de 1942. C'était une décision pratique. Avec l'Europe en guerre et les transports transatlantiques engagés dans l'effort de guerre, organiser un tournoi au Brésil qui devait inclure des équipes européennes était logistiquement impossible. Avec la chute de la France en juin, il devenait clair que le congrès du Luxembourg, prévu pour l'année précédente, ne se tiendrait jamais, qu'il n'y aurait pas de congrès de remplacement à court terme et que le siège du mondial de 1942 était le cadet des soucis de la FIFA. Vers la fin de l'année 1940, certains journaux continuaient de spéculer sur des délais vagues. Le tournoi se tiendrait, disait-il, 18 mois après la fin des hostilités, une date qui n'engageait personne parce qu'elle dépendait d'une fin que personne ne pouvait prévoir. Et pendant ce temps, le gouvernement nazi eut le culot d'annoncer, en janvier 1941, que l'Allemagne serait disposte à permettre la participation au mondial de 1942, s'il venait à se tenir, des pays qu'elle avait déjà occupés, la Tchécoslovaquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark. Des nations sous occupation militaire, invitées à concourir sous le regard de celui qui les avait envahies. Le cynisme était si visible que peu de personnes prirent la déclaration au sérieux. Joseph Sepp Herberger naquit à Mannheim
Le 28 mars 1897, le troisième de 4 enfants d'un maçon qui mourut quand Sepp avait 12 ans. Il avait joué au football comme attaquant pendant les années 20 au VfR Mannheim et au MTK Budapest, avec des états de service modestes, 14 sélections avec l'Allemagne entre 1920 et 1925. Avant de découvrir que son véritable talent résidait sur le banc et dans le cahier de notes. C'était un homme qui lisait les adversaires comme d'autres lisent des romans, avec attention, avec patience et avec la certitude que chaque détail compte. Ces cahiers de préparation tactique, conservés dans les archives de l'Institut fédéral du sport de Cologne, couvrent des dizaines de pages par match avec des annotations sur les tendances individuelles des adversaires, leurs préférences sous pression et leurs gestes précédant le tir. Il fut l'assistant du sélectionneur Otto Neers à partir de 1932 et lui succéda à ce poste en 1936, après que la Norvège eut éliminé l'Allemagne en quart de finale des Jeux olympiques de Berlin. Herberger dirigerait la sélection jusqu'en 1942 lors de son premier cycle et reprendrait le poste entre 1950 et 1964 pour accumuler un total de 167 matchs dirigés et 94 victoires. Ce que fit Herberger pendant les années de guerre fut en partie un acte d'astuce pratique et en partie une tentative de protection envers ses joueurs. Entre septembre 1939 et novembre 1942, la sélection allemande disputa plus de 30 matchs amicaux contre des sélections de pays alliés, satellites ou neutres, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Croatie, la Suède, la Suisse, l'Espagne. Maintenir l'équipe en activité servait d'argument devant les autorités militaires pour justifier que les footballeurs restassent hors du front, au moins temporairement. Ce n'était pas un argument irréfutable. Le régime pouvait l'ignorer quand cela l'arrangeait. Mais tant que la sélection jouait et gagnait, la pression pour dissoudre l'équipe et envoyer les joueurs combattre était moindre. Le pilote de chasse Hermann Graf, l'un des aviateurs les plus décorés du Reich avec 212 victoires aériennes confirmées, était un ami personnel d'Herberger. Graf avait créé au sein de son unité d'aviation le Jagdgeschwader 52, une équipe de football appelée Rotjäger, chasseurs rouges. Et sous prétexte que son unité nécessitait certains soldats spécialisés dans des fonctions de soutien et de communication, il effectuait les démarches pour le transfert de bons footballeurs depuis d'autres unités. C'était une fiction bureaucratique qui maintenait certains des meilleurs joueurs du pays dans des positions relativement éloignées du front de combat. Fritz Walter passa par ce réseau, Hans Rode également, et plusieurs des titulaires habituels de la sélection pendant les années de guerre. Ce n'était pas un système parfaitement fiable. Il exigeait que Graf maintînt son influence et que les autorités militaires ne le remissent pas en question avec trop d'insistance. Et cela ne fonctionna pas pour tous. Mais pendant un temps, cela servit à ce que des hommes comme Fritz Walter pussent continuer de toucher un ballon tandis que le continent brûlait. Herberger sélectionnait pour ce système avec les mêmes critères qu'il utilisait pour choisir ses titulaires. Le talent d'abord, mais aussi le caractère. Il ne voulait pas de joueurs qui s'effondrassent sous la pression. Et il travailla chaque match de ces années-là avec la même méticulosité qu'il appliquerait plus tard dans la préparation du mondial de 1954. Analyse de l'adversaire, rotation calculée, gestion de l'état physique d'un effectif qui vivait dans des conditions de guerre et ne pouvait pas s'entraîner régulièrement. Quand les victoires arrivaient, et elles arrivaient fréquemment, face à des adversaires que l'Allemagne surclassait techniquement, l'effet protecteur se renouvelait. Ce fut cette même obsession du détail, construite dans les années les plus dures du siècle, qui le porta à monter l'équipe qui, au Wankdorf Stadion de Berne le 4 juillet 1954, obtiendrait ce que le football allemand cherchait depuis 1930. Mais avant 1954, il restait le mois de septembre 1942.
Pour comprendre ce qui se produisit le 20 septembre 1942 à l'Olympiastadion de Berlin, il faut comprendre comment fonctionnait la relation entre le régime nazi et le football pendant les années de guerre. Ce n'était pas une relation confortable ni cohérente. Hitler ne fut jamais un enthousiaste du sport collectif en général, il préférait la boxe et l'athlétisme, des disciplines où la victoire dépendait d'un individu qui incarnait directement un certain idéal de supériorité. Goebbels, en revanche, comprenait le football comme un outil politique et soutenait activement l'usage du sport pour maintenir le moral civil chez une population qui, vers 1942, commençait à recevoir des nouvelles sur les premiers grands problèmes du front oriental. L'invasion de l'Union soviétique, lancée le 22 juin 1940 et sous le nom d'Opération Barbarossa, avait commencé par des avancées spectaculaires. Au cours des premiers mois, les armées allemandes avaient pénétré de centaines de kilomètres vers l'intérieur soviétique, capturant des millions de prisonniers et débordant la défense de l'armée rouge. Mais l'hiver de 1940 et à 42 freina l'avancée. Leningrad résistait au siège, Moscou n'était pas tombé. Et au cours de l'été 1942, tandis que l'Allemagne lançait une nouvelle offensive vers le sud avec Stalingrad pour objectif, la guerre commençait à montrer ses dents les plus longues. Dans ce contexte, un match de football gagné face à une sélection neutre pouvait être exploité de manière propagandiste. Un match perdu face à cette même sélection était un problème de morale interne. Le match contre la Suède en septembre 1942 était, officiellement, un amical. Mais le régime le vendit d'une autre manière. Le récit qui circulait parmi les supporters allemands, alimenté par la presse officielle à laquelle il était interdit de contredire l'appareil du parti, assimilait cette rencontre à quelque chose qui ressemblait à une finale du monde sans nom officiel. L'Allemagne avait vaincu la Hongrie 5-3, la Bulgarie 3-0 et la Roumanie 7-0 au cours des mois précédents. L'équipe arrivait avec une inertie gagnante, jouait à domicile dans le plus grand stade d'Europe et son adversaire était neutre, non allié, sans pression idéologiques externes pour le soutenir. 90 minutes pour démontrer sa supériorité devant 98 000 personnes. La sélection suédoise qui arriva à Berlin le 20 septembre 1942 était une équipe de footballeurs qui jouaient dans des clubs de la Ligue domestique suédoise. Il n'y avait pas de ligue professionnelle dans le pays scandinave et les meilleurs footballeurs du moment étaient encore amateurs au sens propre du terme. Cela ne signifiait pas qu'ils fussent médiocres. La Svenska Fotbollförbundet organisait depuis 1924 sa ligue nationale avec une régularité que peu de fédérations européennes pouvaient égaler dans ces années-là et le niveau compétitif des clubs scandinaves avait grandi de manière soutenue pendant la décennie des années 30. La Suède avait participé aux 3 mondiaux précédents, 1934, 1938 et le mondial inaugural de 1930, avec des résultats dignes, et aux Jeux olympiques de Berlin en 1936, elle avait atteint les quarts de finale avant de tomber face à l'Italie. Ce n'était pas une sélection de second ordre. C'était une sélection que personne ne voulait prendre au sérieux, parce que la prendre au sérieux impliquait d'admettre qu'elle pouvait gagner. Gunnar Gren, né à Göteborg le 30 et 1 octobre 1920, jouait au IFK Göteborg. À ses 21 ans, il était déjà le meilleur numéro 10 de Suède, avec une capacité à lire le jeu qui en ferait une légende du football suédois et européen. Sa compréhension de l'espace, sa vision périphérique avant de recevoir le ballon, son contrôle des temps collectifs lui vaudraient des décennies plus tard des surnoms comme « Il Professor » en Italie, où il ferait une grande partie de sa carrière. C'était un joueur qui ne semblait jamais trop courir parce qu'il avait rarement besoin de le faire. Il arrivait toujours au bon endroit, avec 2 secondes d'avance, comme si le match se déroulait à une vitesse légèrement inférieure à celle qu'il percevait. Gunnar Nordahl, pour sa part, était un homme de Hörnefors en Bothnie occidentale, attaquant du IFK Norrköping, né le 19 octobre 1921. Il propulsait le ballon avec puissance depuis des angles que les gardiens n'anticipaient pas, et son physique,
1,83 m, des épaules larges, un centre de gravité bas, lui permettait de protéger le ballon dos au but avec une efficacité que les défenseurs centraux de l'époque n'avaient pas encore appris à neutraliser. Au cours de ces années suédoises, il marquerait 219 buts en 210 matchs de club avant que l'AC Milan ne payât pour lui en janvier 1949. Le troisième élément clé était Malte Mortensson, attaquant du Göteborgs IF, né en 1920. On appelait Mortensson l'éclair noir dans les cercles footballistiques suédois, en raison de sa vitesse de déplacement et d'une chevelure sombre qui contrastait avec le blond prédominant chez ses compatriotes. Il n'avait pas l'élégance de Gren, ni la puissance de Nordahl, mais il avait quelque chose qui vaut parfois plus que les deux réunis. La capacité d'apparaître au moment précis, dans l'espace exact que la défense adverse avait laissé sans couverture. C'était le footballeur que les entraîneurs décrivent comme difficile à marquer, non pas parce qu'il soit impossible de le suivre, mais parce qu'il trouve toujours le moyen d'être là où le marqueur n'est pas. En septembre 1942, tous les trois avaient entre 21 et 22 ans et faisaient partie d'une sélection suédoise qui était techniquement supérieure à ce que l'appareil de propagande allemand était disposé à reconnaître. La Suède était une nation neutre dans la guerre, qui maintenait des relations commerciales avec les deux camps. Elle vendait du minerai de fer à l'Allemagne et permettait le transit de troupes allemandes sur son territoire, ce qui lui valut les critiques des Alliés pendant des années, et s'efforçait d'éviter tout geste qui pût s'interpréter comme une prise de position politique. Aller à Berlin jouer un match de football faisait partie de cette politique de neutralité active. Dire non aurait signifié prendre parti d'une autre manière. Les joueurs suédois franchirent la frontière vers le Reich comme ce qu'ils étaient, des sportifs en mission officielle, sans déclaration publique, sans geste d'aucune sorte qui puissent être mal interprétés dans l'une ou l'autre direction. L'arbitre désigné était Valdemar Lorsen, un Danois issu d'un pays occupé par l'Allemagne depuis avril 1940, mais qui maintenait une certaine autonomie interne sous le gouvernement de collaboration d'Erik Scavenius. Qu'un arbitre danois sifflât un match à Berlin en 1942 était en soi une petite démonstration des équilibres impossibles que le sport tentait de maintenir dans cette Europe brisée. Les capitaines étaient Paul Janes pour l'Allemagne, arrière droit du Borussia Dortmund, 31 ans, vétéran de la sélection depuis 1931 avec 40 sélections accumulées, et Karl-Erik Gran pour la Suède, milieu de terrain du Djurgårdens F au tempérament suffisant pour serrer la main du capitaine allemand au centre du terrain devant près de 100 000 personnes sans que son pouls ne tremblât. L'alignement allemand complet était Helmut Jahn au cage, Paul Janes, Karl Müller, Andreas Kupfer et Wilhelm Solde en défense, Hans Rode, Ernst Lehner, Karl Decker et Fritz Walter au milieu de terrain, Albert Singh et August Klingler comme attaquants. En face, Sepp Herberger sur le banc, avec son cahier de notes et la certitude que ses joueurs avaient des raisons très concrètes, au-delà de la fierté sportive, de ne pas perdre ce match. Le match commença avec les formalités que le protocole du régime exigeait. Les Suédois s'alignèrent les bras le long du corps, tandis que les Allemands levaient le bras droit dans le salut nazi face à une tribune où les dignitaires du parti et les officiers de la Wehrmacht occupaient les loges centrales. Puis l'arbitre Lorsen siffla et le protocole céda la place au football. 7 minutes. À peine 7 minutes fallut-il à Arne Nyberg, attaquant du IFK Göteborg, pour marquer le premier but. Ce fut un mouvement sec, sans complication. Une combinaison qui se termina par le ballon dans un filet où le gardien Helmut Jahn n'arriva pas à temps. L'Olympiastadion resta muet pendant quelques secondes, cette sorte de silence collectif qui survient lorsque 98 000 personnes intègrent quelque chose qu'elles ne s'attendaient pas à voir. L'Allemagne répliqua. Ernst Lehner, le milieu offensif d'Augsbourg qui évoluait depuis des années en sélection, égalisa d'une frappe qui entra proprement. Et puis arriva August Klingler. L'attaquant, né le 24 février 1918 à Bietigheim-Bissingen,
était l'un des buteurs les plus prometteurs du football allemand de l'époque. Il avait joué ses premiers matchs internationaux cette même année 1942, 5 au total, le premier contre la Roumanie en août. Son deuxième but contre la Suède à la minute où ce fut de ce match, le 2-1, enflamma le stade. Le Reich menait. Le récit de supériorité avait des faits pour se soutenir. Mais à la dernière minute de la première mi-temps, alors que l'horloge indiquait la pause et que le résultat allemand semblait engagé, l'attaquant du AIK Henry Carlsson égalisa. Un but à la limite de la première mi-temps qui changea le poids psychologique du match. L'Allemagne ne menait plus à la pause. Les 100 000 personnes dans les gradins rentrèrent au vestiaire avec l'inconfort de celui qui attendait une certitude et recevait le doute. La seconde mi-temps appartint presque entière à la Suède. Gunnar Gren organisait le jeu depuis le milieu du terrain avec cette économie de mouvement qui le caractérisait. Des passes courtes et précises, des changements de rythme avant que l'adversaire n'anticipât le pas suivant. Gunnar Nordahl se déplaçait entre les défenseurs allemands avec une corpulence qui ne l'empêchait pas de se tourner rapidement, ouvrant des espaces que ses coéquipiers occupaient. À la 71e minute de la seconde mi-temps, équivalent à la 26e minute de la période complémentaire selon les chroniques de l'époque, la combinaison entre Gren et Nordahl se termina par une passe précise vers Malte Mortensson. On appelait Mortensson l'éclair noir dans les cercles footballistiques suédois en raison de sa vitesse de déplacement et d'une chevelure sombre qui contrastait avec le blond prédominant chez ses compatriotes. Sa frappe scella le 3-2. L'Olympiastadion de Berlin resta en silence. Le plus complet, le plus inconfortable possible. Le silence de 98 000 personnes qui étaient venues célébrer et se retrouvaient sans motif de le faire. La défaite ne fut pas simplement un résultat sportif défavorable. Dans le contexte du régime nazi, tout événement public de cette ampleur avait des conséquences politiques directes. Martin Franz Luther, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et conseiller direct du ministre Joachim von Ribbentrop, rédigea une analyse des conséquences du match qui circula en interne au cours des semaines suivantes. Son argument était explicite. 100 000 personnes ont quitté le stade abattu et étant donné que la victoire dans ce match de football était plus chère à leur cœur que la prise de quelques villes dans l'Est, un tel événement doit être interdit au nom de l'état d'esprit intérieur du pays. C'était une phrase qui mettait à nu, sans le vouloir, la nature du problème. Le régime avait fabriqué un récit d'invincibilité qui dépendait de victoires constantes. Chaque défaite mettait en péril ce récit. Et ce match s'était célébré à l'Olympiastadion de Berlin devant 100 000 témoins, publié dans la presse allemande, transformé en événement national avant d'être joué. La défaite ne pouvait pas se cacher. La décision fut rapide. L'équipe nationale allemande fut dissoute. Les joueurs furent affectés à différentes unités militaires. Certains, comme le souligne la chronique du journaliste Paul Brown, reçurent des affectations bureaucratiques ou administratives au sein de l'armée, une forme relative de protection qui les maintenait éloignés du combat direct. Mais la sélection en tant que telle cessa d'exister. L'Allemagne ne rejouerait plus un match international avant la fin de la guerre. Sepp Herberger quitta son poste en 1942 et ne le retrouverait qu'en 1950 lorsque la FIFA réadmit l'Allemagne, déjà sous le nom de République fédérale d'Allemagne, après 8 ans d'exclusion. Durant ces 8 années perdues, Herberger travailla comme professeur de football dans la toute nouvelle université sportive de Cologne, enseignant aux entraîneurs et construisant en silence le réseau de relations qui lui permettrait, le moment venu, de monter l'équipe du Miracle de Berne. August Klingler avait joué ses 5 matchs internationaux tous au cours de la même année. 5 matchs, 4 buts. Le 1er août 1942 contre la Roumanie, les suivants contre la Hongrie, la Bulgarie, la Suède et, dès le mois de novembre, contre la Tchécoslovaquie, match dans lequel il marqua 3 fois.
Un coup du chapeau lors de sa dernière sélection, sans savoir que ce serait la dernière. Klingler avait grandi à Bietigheim-Bissingen, dans le Bade-Württemberg. Il joua ses années de formation au FC Dachslanden de Karlsruhe, où son père, un homme aux idées autoritaires qui préférait le voir sur le banc, finit par accepter que le football allait être la carrière de son fils. Il refusa des offres de clubs étrangers, en partie parce que les autorités nazies considéraient avec méfiance les déplacements de joueurs importants hors d'Allemagne. Il resta à Karlsruhe. Lorsque la sélection fut dissoute, Klingler fut recruté par la Wehrmacht sans les protections qu'un nom de famille plus connu ou des contacts plus solides auraient pu lui fournir. Il passa par le Danemark, la Pologne et la France, toujours dans des positions relativement éloignées du combat actif, avec la permission de jouer au football local dans les territoires où il était affecté. Mais en 1944, les choses changèrent. En juillet de cette année-là, il envoya une dernière lettre à son épouse Erna. Sa division avait été envoyée à Chisinau, dans ce qui était alors la province roumaine de Bessarabie et qui est aujourd'hui la capitale de la Moldavie. L'offensive Lvov-Sandomir de l'armée rouge, lancée en juillet 1944, écrasa la résistance allemande dans ce secteur du front avec un bilan de 190 000 morts et blessés allemands et 82 000 prisonniers en quelques semaines. Le Haut Commandement allemand, l'OKH, contacta Erna Klingler après l'été 1944 pour l'informer que son mari avait disparu au combat. Aucun corps ne fut trouvé. Aucun registre de capture ne fut trouvé. Erna et son fils Harald cherchèrent pendant des années une quelconque trace après la guerre. Ils ne trouvèrent rien. August Klingler avait 26 ans lorsque son nom disparut de tous les registres. L'homme qui avait inscrit le but du 2-1 pour l'Allemagne contre la Suède à l'Olympiastadion, le deuxième but d'une défaite qui changea le cours du football allemand, fut englouti par le front oriental sans épitaphe connue. Fritz Walter était sur le terrain ce 20 septembre 1942. Il jouait comme milieu de terrain dans la composition d'Herberger, l'un des 11 noms sur la liste de l'équipe qui perdit contre la Suède. Il avait 21 ans et était, pour ceux qui suivaient le football allemand de près, l'un des joueurs les plus complets de sa génération. Il avait débuté en sélection à 19 ans avec un coup du chapeau lors de son premier match contre la Roumanie, et tout comme son frère Ottmar, il ferait partie du premier FC Kaiserslautern durant toute sa carrière en club. 357 buts en 364 matchs avec l'équipe de sa ville natale. Après la dissolution de l'équipe nationale en 1942, il fut recruté par la Wehrmacht. Herberger activa quelques contacts pour le maintenir dans des positions éloignées du combat et pendant un temps, cela fonctionna. Mais vers la fin de la guerre, lorsque le front s'effondrait et que l'Allemagne mobilisait tout ce qui restait, Walter fut capturé par les troupes de l'armée rouge dans la zone frontalière entre la Hongrie et la Slovaquie. C'était en janvier 1945. Berlin n'était pas encore tombé, mais ce n'était qu'une question de semaines. On l'envoya au camp de prisonnières de Maramureș en Roumanie, où il avait contracté le paludisme au cours de la période précédente. Les Soviétiques organisaient des trains réguliers depuis ces camps vers les goulags de Sibérie. Le paludisme que Fritz Walter avait contracté pendant la guerre lui laissa une sensibilité extrême à la chaleur du soleil. Les jours ensoleillés lui provoquaient de la fièvre et de l'épuisement. C'est pourquoi le froid et l'humidité devinrent ses conditions préférées pour jouer. C'est pourquoi, des décennies plus tard, lorsqu'il pleut intensément pendant des jours en Allemagne, les gens disent que « il fait un temps de Fritz Walter ». Dans ce camp de prisonniers, lors d'un arrêt du train qui le transportait vers la Sibérie, selon les récits les plus documentés, l'arrêt se produisit en Ukraine, les prisonniers allemands descendirent brièvement et virent un groupe de soldats soviétiques et hongrois improviser un match de football. Un ballon arriva en roulant jusqu'au pied de Walter. Il ne put y résister. Il le contrôla, fit quelques jongles, le renvoya. Un garde hongrois qui observait le reconnut. Il avait vu jouer Fritz Walter avec l'Allemagne lors d'un match amical à Budapest.
Il alla parler à ses supérieurs et assura que Fritz Walter n'était pas allemand. Il était citoyen du protectorat de la Sarre. C'était un mensonge. Et ce mensonge sauva la vie de Fritz Walter et celle de son frère Ottmar, qui se trouvait dans le même train. Walter appellerait ce match informel dans un camp de prisonniers le plus important de ma vie. Il revint en Allemagne après la guerre, réintégra le Kaiserslautern, remporta 2 titres régionaux en 1950 et 1953, et en 1951 assuma le brassard de capitaine d'une sélection allemande que la FIFA avait réadmise au sein de la communauté internationale, mais qui continuait de porter le poids d'avoir été exclue du Mondial du Brésil de 1950. La première Coupe du Monde à laquelle l'Allemagne put participer après la guerre fut celle de Suisse en 1954. Fritz Walter avait 33 ans. Il était sur le papier trop vieux pour être le leader d'une équipe qui atteindrait la finale. Le 4 juillet 1954, au Wankdorf Stadion de Berne, sous une pluie intense qui pesait sur le gazon et transformait le terrain en quelque chose de similaire à un marécage, l'Allemagne affronta la Hongrie en finale. Les Hongrois avaient remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Helsinki de 1952, aligné 32 matchs sans perdre, et 2 semaines plus tôt avaient écrasé l'Allemagne 8-3 lors de la phase de groupe. C'était Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Zoltán Csibor, Nándor Hidegkuti. La meilleure sélection de la planète à ce moment-là, selon tout critère raisonnable. À la 8e minute de la finale, la Hongrie menait 2-0. Et puis l'Allemagne remonta. Le but de Helmut Rahn à la 84e minute lui donna la victoire 3-2. Fritz Walter, avec le brassard de capitaine et la pluie lavant 12 ans d'histoire, souleva la coupe Jules Rimet. En Allemagne, cette nuit-là, quelqu'un forgea une phrase. Wir sind wieder wer. Nous sommes à nouveau quelqu'un. La victoire sportive fonctionna comme date symbolique de fondation de la République fédérale d'Allemagne pour de nombreux politiciens et sociologues de l'époque, une reconnaissance émotionnelle que le pays existait à nouveau et pouvait regarder le monde sans honte. Le Sepp Herberger qui souleva ce titre était le même qui avait vu perdre le match contre la Suède à l'Olympiastadion 12 ans plus tôt. Le Fritz Walter qui souleva le trophée était le même qui avait joué ce match comme milieu de terrain à 21 ans. 2 hommes, un fil qui traversait la guerre entière. Les 2 Suédois qui combinèrent pour le but décisif à Berlin le 20 septembre 1942 n'arrêtèrent pas leur histoire là. Gunnar Nordahl continua de jouer en Suède pendant les années de guerre et d'après-guerre, accumulant les titres et les buts avec le IFK Norrköping. Il alla jusqu'à marquer 7 buts en un seul match contre le Djurgårdens en 1945. Il remporta 4 championnats nationaux consécutifs avec ce club. En janvier 1949, l'AC Milan paya pour lui et Nordahl devint le premier Suédois de l'histoire à jouer pour le club milanais. Il marquerait 210 buts avec le maillot rossonero en Série A et 15 autres avec la Roma lors de ses dernières saisons, pour un total de 225 buts dans le calcio italien, qui est en fait le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Série A, derrière Silvio Piola et Francesco Totti, et le premier parmi les joueurs non italiens. Il remporta 5 fois le trophée de meilleur buteur du championnat italien. Son frère Thomas jouerait également en sélection suédoise et ferait partie de l'équipe du mondial de 1970. Gunnar Gren le suivit à Milan lors de la saison 1949 à 50, en compagnie du 3e élément du trident, Nils Lidholm, un autre Suédois du IFK Norrköping. Les 3 formèrent le Grenoli, la contraction des 3 noms de famille, l'un des trios d'attaque les plus productifs de l'histoire du football européen. Lors de la saison 1950 à 51, l'AC Milan marqua 118 buts en 38 matchs de championnat. Le Scudetto fut à eux. Gren était il professeur, Nordahl le prédateur de la surface, Lidholm il baronne, le maître de la distribution. 3 hommes qui en 1942 avaient joué en terre ennemie dans le plus grand stade d'Europe,
entourés de 98 000 personnes qui voulaient les voir perdre et avaient gagné malgré tout. En 1958, lorsque la Suède organisa le mondial et modifia ses règles pour permettre aux joueurs évoluant professionnellement à l'étranger d'être convoqués, Gunnar Gren et Nils Lidholm revêtirent à nouveau le maillot bleu et jaune. Ils atteignirent la finale. Ils la perdirent 5-2 face à un Brésil comptant un jeune nommé Edson Arantes do Nascimento, âgé de 17 ans, qui marqua 2 buts lors de cette finale et laissa voir au monde que le football venait de changer de langage. Il existe une histoire parallèle sur 1942 qui mêle réalité documentée et fabulation littéraire au point de rendre difficile la séparation de l'une et de l'autre. Il s'agit du soi-disant mondial de la Patagonie, un tournoi qui se serait disputé dans le sud de l'Argentine au cours de cette même année, avec des équipes composées de travailleurs, d'ingénieurs, de prêtres, de vétérans de guerre et d'intellectuels de différentes nationalités établis dans la région. Le récit originel attribue l'organisation à un magnat nommé Vladimir Hotz, qui aurait promu le tournoi parmi les communautés européennes de Patagonie. Les nations représentées auraient été l'Argentine, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, le Paraguay et la Pologne, plus une sélection du peuple mapuche qui, dans la version la plus répandue, remporta la finale face à l'Allemagne. Le nom du champion, Real Patagonia. Le journaliste et chercheur Paul Brown, ainsi que plusieurs historiens du football sud-américain, ont souligné que l'histoire entière semble trouver son origine dans l'imagination de l'écrivain argentin Osvaldo Soriano, auteur connu pour ses romans qui mêlent football, politique et nostalgie latino-américaine. Il existe un faux documentaire intitulé Il Mondial Dimenticato, le mondial oublié, qui reconstruit le tournoi avec des images d'archives manipulées, convainquant certains spectateurs qu'ils voyaient des enregistrements authentiques. Les images sont convaincantes dans leur artificialité. Le récit est croyable précisément parce qu'il mêle des faits réels sur l'époque avec des inventions bien placées. Ce qui a bien existé et est documenté par de la correspondance et des registres de la communauté allemande en Argentine, c'est que pendant les années de guerre, des groupes de travailleurs et d'émigrés européens en Patagonie organisèrent des matchs de football informels sur des terrains improvisés, sans filet ni ligne tracée. L'esprit de l'histoire de Soriano, si tant est que ce fût Soriano, n'était pas si éloigné de cette réalité. Le football comme moyen de maintenir des liens culturels en exil, comme catharsis collective à une époque où le continent d'origine se détruisait lui-même. Mais un mondial, avec des éliminatoires, un calendrier et un champion officiel, n'a pas existé. La FIFA n'a jamais reçu aucun rapport, aucune demande de reconnaissance, aucun règlement de ce tournoi. Le seul match de 1942 qui soit resté enregistré comme le plus proche de ce qu'aurait pu être une finale du monde, est celui de Berlin du 20 septembre, avec un arbitrage danois, un arbitre réel et des compositions vérifiées. Imaginer le mondial de 1942 implique de faire passer au tamis les meilleurs footballeurs de leur époque et de se demander lequel d'entre eux aurait soulevé un trophée qui n'a jamais existé. La réponse dépend du siège. Si c'était en Europe, les équipes latino-américaines auraient participé avec plus de difficultés logistiques. Si c'était en Amérique du Sud, les Européens auraient eu le même problème. Mais les noms sont si grands que l'hypothèse en vaut la peine. L'Angleterre disposait de Stanley Matthews, le magicien de Stoke-on-Trent qui changerait le football anglais des décennies suivantes par sa capacité à dribbler sur le câble et créer la supériorité numérique. Matthews avait 27 ans en 1942 et était au sommet de sa condition physique. L'Italie, double championne, présentait une sélection construite autour du Grand Torino, l'équipe qui dominerait le calcio italien entre 1942 et 1949, lorsque l'accident aérien de Superga tua presque tout l'effectif. Valentino Mazzola était déjà une présence déterminante dans cette équipe. Giuseppe Meazza, le Pépino qui avait marqué lors de 2 mondiaux, était toujours en activité à 31 ans. L'Argentine alignait ce que les chroniqueurs de l'époque appelèrent la Máquina de River Plate, Muñoz, Moreno, Pedernera,
Labruna et Lousteau. 5 attaquants qui combinaient entre eux avec une fluidité que le football du Rio de la Plata de ces années-là considérait comme l'expression la plus haute du sport. Adolfo Pedernera, l'organisateur de l'attaque, avait 27 ans. Ángel Labruna et Félix Lousteau étaient ses complices naturels. La Hongrie présentait une génération de talents qui n'avait pas encore atteint son sommet. Cela viendrait avec l'équipe de Puskás dans les années 50, mais qui montrait déjà l'architecture technique qui ferait du football hongrois une référence européenne. Le Brésil avait Leonidas da Silva, le diamant noir, l'homme qui avait ébloui en 1938 par sa technique et avait été injustement laissé sur le banc par le sélectionneur brésilien lors de la demi-finale contre l'Italie pour le reposer pour la finale qui ne vint jamais. L'Uruguay, premier champion du monde en 1930, voyait Obdulio Varela grandir vers sa meilleure version. L'Union soviétique, qui n'avait participé à aucune Coupe du Monde jusqu'alors, disposait des joueurs du Dynamo Kiev, dominateur du championnat soviétique et considéré de manière générale comme la meilleure sélection que ce pays n'ait jamais pu présenter dans un tournoi FIFA avant la guerre. Rien de tout cela ne s'est produit. Et peut-être, en termes de justice historique, était-ce mieux ainsi. Jules Rimet annonça l'annulation définitive du mondial de 1942 au printemps 1940 et 1. La date exacte oscille entre le 23 mars et avril selon les sources, à un moment où l'Allemagne semblait imbattable, où les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans le conflit et où l'espoir d'une résolution rapide était, selon les mots d'une chronique de l'époque, au plus bas de ses forces. Ce ne fut pas une décision héroïque ni anticipée. Ce fut l'acceptation tardive et circonstancielle d'une chose que la guerre avait décidée pour lui depuis septembre 1939. Mais la décision fut la bonne. Organiser un tournoi dans ce contexte aurait signifié faire du football un instrument direct de la propagande de guerre de l'un des régimes en conflit. Si le siège était en Allemagne, le tournoi était aux nazis. S'il était en Amérique du Sud, les pays latino-américains qui maintenaient des relations avec l'Axe auraient pu l'utiliser politiquement. Il n'existait aucun scénario dans lequel un mondial en 1942 aurait été simplement du football. Le premier congrès officiel de la FIFA après la guerre se tint au Luxembourg le 1er juillet 1946. 3 décisions y furent prises qui redessinèrent la carte du football international. L'annulation formelle de l'édition de 1946, qui aurait été logistiquement et économiquement inviable pour un continent européen encore en ruine. L'attribution du siège de 1950 au Brésil, seul pays à avoir présenté une candidature formelle. Et la décision de rebaptiser le trophée Coupe Jules Rimet en l'honneur des 25 ans de présidence du fondateur du tournoi et de son obstination à maintenir en vie la fédération durant les années les plus sombres du siècle. Lors de ce même congrès, les associations britanniques revinrent à la FIFA, absentes depuis 1920 pour leurs propres raisons de fierté institutionnelle. Le football international ajoutait des joueurs anglais, gallois, écossais et irlandais à ses compétitions officielles pour la première fois en une génération. Le mondial du Brésil de 1950 fut le retour de la compétition après 12 ans de silence. 12 ans. Une génération entière de footballeurs qui vécut son meilleur football entre 1938 et 1950 sans pouvoir participer à une Coupe du Monde. Stanley Matthews avait 35 ans lorsque le tournoi revint. Leonidas da Silva, 36. Les meilleures années de tous deux étaient restées piégées entre le coup de sifflet de Rimet en 1938 et le coup d'envoi du match inaugural du Brésil en 1950. La finale, qui lors de ce tournoi ne fut pas une finale conventionnelle mais une poule finale, opposait le Brésil et l'Uruguay. Le stade Maracanã de Rio de Janeiro, nouvellement inauguré, avait été construit avec une capacité de 200 000 personnes.
Le match du 16 juillet 1950 entre le Brésil et l'Uruguay rassembla entre 173 000 et 199 000 spectateurs selon les différentes estimations, en faisant le match avec la plus grande affluence de l'histoire du football. Le Brésil n'avait besoin que d'un match nul pour être champion. L'Uruguay avait besoin de gagner. Le capitaine uruguayen Obdulio Varela, appelé El Negro Jefe, dirigea son équipe avec une autorité qu'aucun nombre de spectateurs ne pouvait faire plier. L'Uruguay s'imposa 2-1. Le Maracanazo, que Arne Nyberg, Malte Mortensen et Gunnar Gren avaient précédé 8 ans plus tôt par leur propre silence installé à l'Olympiastadion de Berlin, resta comme la défaite sportive la plus traumatisante de l'histoire d'un pays entier. L'Allemagne ne joua pas ce tournoi. La FIFA l'avait exclu en raison de la guerre. Sepp Herberger travaillait à Cologne à former des entraîneurs en attendant son heure. Fritz Walter retrouvait son niveau avec le Kaiserslautern, remportait des championnats régionaux et attendait la convocation qui arriverait 4 ans plus tard. Que signifie en définitive un mondial qui n'a pas existé? La question n'est pas rhétorique. L'histoire du football est aussi l'histoire de ses absences. Les joueurs qui ne participèrent pas parce que les pays ne les laissèrent pas partir, les tournois qui ne se tinrent pas en raison de décisions politiques, les générations qui vécurent leur meilleur football au pire moment possible. Le mondial de 1942 représente l'intersection la plus brutale entre le sport et la guerre au XXe siècle. Plus que les Jeux de 1936, qui se tinrent bien, quoique sous l'ombre nazie, ou que les boycotts olympiques de 1980 et 1984, le cas de 1942 montre la fragilité fondamentale des grands événements sportifs. Ils dépendent d'une paix minimale pour exister. Et lorsque cette paix disparaît, tout ce qui a été construit autour d'eux se dissout. La FIFA sortit de cette période avec une leçon institutionnelle intégrée. Lors du premier congrès d'après-guerre, elle acquit une plus grande autonomie par rapport aux États nationaux qui la composaient, renforça ses structures de neutralité et commença à bâtir le chemin vers un organisme qui, bien que n'ayant jamais été exempt de corruption et d'influence politique, maintenait au moins un cadre minimal d'indépendance vis-à-vis des gouvernements de ses fédérations membres. La tentative du régime nazi de transformer la Coupe du Monde en un événement de propagande resta comme un avertissement historique de ce qui se produit lorsque les États utilisent le sport comme une extension de leur politique étrangère. Et il resta aussi ce match. Le 20 septembre 1942 à l'Olympiastadion de Berlin, avec la Suède menant 3-2, avec Malte Mortensen courant vers la surface allemande avec sa vitesse d'éclair noir, avec Fritz Walter encore sur le terrain sans savoir qu'il restait 2 ans avant qu'il ne soit capturé par les Soviétiques, et un de plus pour qu'un mensonge le sauvât de la Sibérie, avec August Klingler encore vivant et sans imaginer encore la lettre qu'il écrirait à son épouse Erna depuis Chisinau en juillet 1944, avec Gunnar Nordahl et Gunnar Gren encore à 7 ans de fouler le sol de Milan pour la première fois. 100 000 personnes quittèrent le stade abattu cet après-midi-là. L'histoire, cependant, se souviendra que sur ce terrain se trouvaient certains des meilleurs footballeurs d'une génération volée par la guerre, jouant du mieux qu'ils pouvaient dans le pire contexte possible. Le trophée n'existait pas. La finale non plus. Mais le match, oui. Et les 90 minutes de ce match sont le monument le plus honnête qui existe au mondial qui ne s'est jamais disputé.